Un structureur peut devenir trader, mais à mon sens, un trader peut difficilement devenir un structureur. Je sais qu'en moyenne, un structureur peut gagner 80 à 85% de ce que peut gagner un trader, facilement compté entre par an. L'été, c'est Marrakech, c'est la période la plus compliquée, on a le taux de remplissage le plus faible. En t'écoutant, j'ai l'impression que c'est l'investissement idéal. Nous, ce qu'on promet, c'est qu'un investisseur qui met 10 000 euros, à la fin de l'année, il perçoit 1 500 euros. Un crédit vous engage alors que Rian Invest vous soulage. Mon invité promet des rendements de 15% par an. C'est énorme et presque irréaliste, surtout quand on a passé des années en salle des marchés au sein des plus grandes banques et qu'on connaît le couple risque-rendement. Mais alors pourquoi mon invité, ce structureur qui a commencé sa carrière chez Crédit Agricole avant de rejoindre Barclays, a tout quitté pour investir dans des riads à Marrakech? Aujourd'hui, dans Solide, on va décortiquer son parcours, entrer dans l'univers de la structuration au sein d'une grande banque d'investissement, comprendre ce que sont les produits structurés sur les taux d'intérêt et ensuite comprendre le lien inattendu que notre invité a réussi à faire avec l'immobilier. Sami Benjeloun, bienvenue dans Solide. Ziad, merci à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai privilège. Tu n'es pas sans savoir que je suis l'une des personnes les plus connues, si ce n'est la plus connue des salles des marchés aujourd'hui en France. Donc c'est un vrai honneur aujourd'hui que d'être ici dans cette émission Solide. Écoute, merci beaucoup. Sami, tu as fait une classe préparatoire à Janson. Tu as ensuite intégré une école d'ingénieur. Tu maîtrises tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est système complexe d'information. Et pourtant, tu t'es quand même dirigé en finance. Et on voit que beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui se dirigent en finance. Pourquoi ce choix? Pourquoi énormément d'ingénieurs en France font le choix d'aller en finance? Est-ce que tu penses que c'est surtout motivé par l'argent? C'est possible que ça soit en général motivé par l'argent. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va freiner cette décision-là. Moi, j'ai toujours été confortable avec les mathématiques, les raisonnements, la logique en particulier, plus que les calculs au final. C'est comme ça qu'à peu près comme tout le monde qui n'a pas une voie claire, je me suis retrouvé en classe préparatoire MP. MP, dans le P de MP, c'est physique, et moi, malheureusement, c'était pas trop mon fort. La physique, d'ailleurs, je crois que j'ai le souvenir d'avoir été une fois 44e sur 44, parce qu'ils mettent les classements dans la note aussi, et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je trouve aussi quelque chose de plus spécialisé. Je me suis tourné donc vers l'ENSIMAG, où il y avait notamment une spécialisation en finance qui m'a largement convaincu et plu. C'est comme ça que je me suis retrouvé plus tard en salle des marchés. Donc tu te retrouves ensuite en finance de marché et tu occupes le poste de structureur. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste d'être structureur ou ingénieur financier? Alors, pour bien comprendre le métier de structureur, à mon sens, il faut bien comprendre aussi les deux autres typologies de métiers qui existent en salle de marché, les principales, à savoir le trading. Il faut bien comprendre, bien sûr, que le trading en salle des marchés, ce n'est pas un peu ce qu'on a l'habitude de penser dans la croyance globale, ce n'est pas de la spéculation. Un trader, son métier, c'est de couvrir les risques qui sont créés au niveau de la banque par la vente de certains produits. Le deuxième autre métier, justement, principal en salle des marchés, c'est le vendeur qui, lui, va proposer des solutions à différentes typologies de clients et vendre cette solution-là à ces clients-là. Et pour vendre cette solution, il faut d'abord la créer, il faut d'abord concevoir la solution, et c'est ça, justement, le métier de structureur. C'est concevoir, penser, comprendre le besoin client, et ça peut dépendre de différentes typologies de clients, de besoins. Comprendre aussi quelles sont les possibilités côté trading, qu'est-ce que peut vraiment offrir le trading comme couverture pour pouvoir concevoir justement cette solution, la valoriser et ensuite aussi la documenter. D'accord, donc il y a vraiment une étape de création. Il y a, j'imagine également, et on en parlera plus tard, de l'innovation. C'est un peu comme ça que la structuration permet à la salle des marchés de sortir de cette compétitivité prix. Alors, tu as mentionné le trading, c'est très intéressant puisque chaque année, en banque, on observe un mouvement, une certaine tendance qui est assez commune, peu importe les banques, qu'elles soient françaises ou anglo-saxonnes. On voit souvent des ingénieurs financiers, donc des structureurs, qui se dirigent vers le trading et non pas l'inverse. Alors, ma question pour toi, elle est assez directe. Est-ce que tu penses qu'un structureur, il est structureur parce qu'il n'a pas réussi à aller en trading? Alors non, moi je vais reprendre d'ailleurs la trame de ta question. Un structureur peut devenir trader, mais à mon sens, un trader peut difficilement devenir un structureur. Ce sont des compétences tout à fait, au final, différentes et même complémentaires. Et moi, je pense que même
Alors ça arrive souvent, mais je pense que ce n'est pas forcément un cheminement à avoir. Un structureur, à mon sens, n'est pas censé passer en trading parce qu'il n'y a pas forcément les compétences qu'il faut avoir au trading, puisqu'il s'agit de compétences marché, de rapidité d'exécution, de connaissance aussi de marché, d'interlocuteurs. Le trader intervient en pré-trade et aujourd'hui, dans l'univers du non-linéaire, parce qu'en fait, un structureur n'a de sens que dans le non-linéaire. Il n'y a pas de structureur sur les produits vanille. Alors peut-être rappeler ce que c'est le non-linéaire pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors pour comprendre le non-linéaire, il faut comprendre c'est quoi le linéaire. Donc en fait, les produits linéaires ou plus vanille, on les appelle plutôt vanille en salle des marchés, ce sont des produits très simples, connus de tout le monde, qui peuvent se traiter très rapidement, qui sont très très liquides aussi. Les obligations, les actions, les swaps aussi, ce sont des produits linéaires, vanille, et donc il y a des traders linéaires qui s'occupent de ces différentes classes d'actifs. Le non-linéaire, c'est quand on fait intervenir de la convexité, donc c'est-à-dire qu'il y a un produit qui va dépendre de la performance ou du fixing de certains produits linéaires et on crée un nouveau produit. Donc c'est un produit non linéaire. Alors ici, on parle bien des risques qui sont linéaires ou non linéaires. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, sur ces produits non linéaires, c'est là où peut intervenir la structuration parce qu'il faut créer des solutions qui sont nouvelles, adaptées et innovées. Très souvent, dans un desk de trading non linéaire, il ressort les différents risques linéaires chez les différents traders linéaires. Donc, du coup, un trader non linéaire ressort ces risques chez les traders linéaires. Et très souvent, on a eu le cas d'ailleurs au Crédit Agricole ou même dans différentes banques où, du coup, les traders, eux aussi, essayent d'innover, d'inventer et de structurer. Et donc, moi, j'ai presque l'intuition contraire où parfois les traders aimeraient beaucoup être structurés. D'accord. En fait, je trouve ça hyper intéressant puisque tu nous expliques que ce sont deux métiers complètement différents, alors que ce sont deux formations académiques qui sont très très proches. Aujourd'hui, la plupart des traders et des structureurs sortent des meilleures écoles d'ingénieurs comme par exemple Centrale, Supélec, l'IX, les mines, l'ENSIMAG, etc. C'est gentil de citer l'ENSIMAG. Non, mais je le pense. En tout cas, j'ai rencontré pas mal de profils de l'ENSIMAG qui étaient très brillants. Et malgré cette similarité au niveau des profils, au niveau du background académique, ce sont quand même deux métiers relativement différents. Permets-moi de nuancer et de pousser un peu la question sur est-ce que tu penses qu'au niveau junior, ça reste quand même très différent ou est-ce que c'est vraiment lorsque les années passent que ces deux branches de métiers deviennent différentes ? Alors, au niveau junior, en tout cas, quand on commence, même s'il fallait faire un stage, s'il fallait commencer au stage en structuration ou un stage en trading, moi, je recommanderais en tout cas le stage en structuration. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je suis structureur, parce qu'en fait, un stagiaire en structuration peut presque faire tout ce que fait un structureur senior. Alors qu'un stagiaire en trading, très souvent, malheureusement, c'est un assistant trader qui va faire les démarches, les automatisations, parce qu'il ne peut pas trader, il ne peut pas avoir les autorisations. Un stagiaire structureur peut penser, innover, concevoir, valoriser, pricer et intervenir dans le quotidien d'un structureur. Donc, c'est un peu plus formateur. Ensuite, est-ce que, en effet, c'est la même formation, mais est-ce que c'est la même volonté, le même besoin, les mêmes capacités ? Pas forcément. Un trader, en mon sens, il doit avoir des qualités que n'a pas forcément un structureur. Il faut être vif, il faut connaître le marché aussi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que fait le structureur qui intervient en général en pré-trade. Et pas forcément, bien sûr, on peut exécuter, surtout quand ça fait intervenir plusieurs traders, mais on n'intervient pas en post-trade pour de la couverture, etc. Donc, c'est quand même des qualités différentes à avoir. Ce qui est intéressant de voir avec ta réponse, c'est qu'une même formation académique ne donne pas forcément les mêmes vocations et on a toujours des traits de personnalité différents qui fait qu'on s'oriente plutôt vers du trading parce qu'on résiste plus ou moins au stress. Mais l'inconvénient, très souvent, c'est qu'on ne peut pas déconnecter, ou en tout cas, on déconnecte plus difficilement que lorsqu'on est, par exemple, en structuration. Et donc, je trouvais ce point très intéressant. Exactement, tu as tout à fait raison. Il y a aussi la gestion de stress qui peut être complètement différente. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Bien sûr, on apprend à gérer son stress, mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, en tout cas. Et du coup, c'est comme ça que les profils se différencient. Le structureur, lui, a besoin aussi d'être un peu plus commercial parce que c'est aussi son job d'intervenir auprès de la vente pour convaincre les clients, parce que c'est son métier quand les clients ont des questions techniques. Et donc voilà, ce sont des compétences qui peuvent être différentes. Très bien. Tammy, tu structurais des produits sur les taux d'intérêt. Alors,
les taux d'intérêt, comme Keynes le définissait, c'est la récompense pour la renonciation à la liquidité, ou autrement dit, le prix de l'argent. Je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent, ou en tout cas ont en tête, ce qu'est un taux d'intérêt. Toi, tu faisais des produits financiers, d'ailleurs assez complexes, puisque tu me disais que le structureur n'a de sens que si les risques sont non linéaires. Donc, pour résumer ça, c'est-à-dire que c'était des produits qui étaient quand même relativement compliqués. Et tu faisais ces produits sur des taux d'intérêt. Donc, je pense que c'est quand même assez abstrait. Et j'aimerais bien que tu m'expliques très concrètement en quoi un produit comme celui que tu créais, comme ceux que tu créais, avait de sens et pour quel type de client, et si tu pouvais nous en donner un exemple concret. Alors déjà, pour revenir sur la définition, moi je suis plutôt d'accord sur la deuxième qui est citée, c'est-à-dire c'est le prix de l'argent dans le temps. Et un peu moins avec la notion de liquidité, parce que la liquidité, c'est encore un autre facteur qui a au taux d'intérêt qui peut être rémunéré. Il y a des produits qui peuvent rémunérer la liquidité. Ensuite, en termes de clients et de typologie de produits, il peut y en avoir plusieurs. Et justement, les produits d'intérêt répondent essentiellement aux besoins clients qui sont différents en fonction de la typologie de clients. Alors, tout d'abord, il y a les clients institutionnels, les assureurs, les banques elles-mêmes, les fonds de pension, etc., qui ont des besoins de couverture, parce qu'ils ont des positions liées à leur business. Une banque prête de l'argent à différents clients retail pour du crédit immobilier, et donc ils ont des risques de taux. Ils viennent auprès de nous trouver des solutions pour couvrir ce risque de taux. Les assureurs, pareil, ils ont d'autres problématiques. Et donc, c'est des besoins qui naissent de leur business, mais aussi de la réglementation qui régit leur business. Et donc, le structureur doit comprendre ces différentes réglementations, ces différents business pour donner des solutions de couverture à ses clients. D'autres typologies de clients, c'est aussi le mass retail, c'est-à-dire qu'on peut proposer des produits structurés à des clients finaux comme toi et moi. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus le cas sur les taux depuis la remontée des taux. Avant, on connaissait essentiellement des autocalls sur de l'equity. Aujourd'hui, ont été développés des autocalls sur taux, d'ailleurs au Crédit Agricole, d'abord sur des taux CMS qu'on peut discuter, mais aussi sur des taux aujourd'hui souverains, le Tech 10, etc. Et ça, ce sont des solutions que le structureur doit comprendre. Et surtout, il y a des problématiques aussi en retail, parce qu'il faut que ça soit des produits simples, que le client retail peut comprendre. Et tout ça, c'est le quotidien du structureur. Alors, je vais t'interrompre. Tu as parlé de produits simples. Je pense que tu as perdu pas mal de personnes, justement, quand tu as dit des acronymes comme CMS, qui veut dire Constant Maturity Swap, ou le TEC, etc. Vraiment, pour rester simple et justement compréhensible par une audience qui est peut-être moins familière des produits de taux, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, tu nous as cité, toi et moi, en quoi je vais avoir besoin d'aller faire un produit structuré sur les taux? Disons que j'ai une vue haussière sur les taux. Quel est le type de produit auquel je peux souscrire aujourd'hui avec justement l'expertise de l'ingénierie financière? Alors, sur les autocalls taux, c'était essentiellement des vues baissières. Et d'ailleurs, tu disais de manière très juste que le CMS, ce n'est pas forcément quelque chose de très connu, répandu et facile à expliquer. Et d'ailleurs, c'est l'une des problématiques qu'ont eu aussi les banques lorsqu'ils ont commercialisé des autocalls sur CMS, Constant Maturity Swap, qui est un taux auquel s'échangent les swaps, les banques, entre elles sur une durée fixe. Justement, c'est pour ça que les banques se sont tournées vers des CMT, Constant Maturity Treasuries, qui sont finalement que le taux auquel la France ou d'autres pays prêtent à une maturité donnée. Et ça, c'est déjà plus simple à comprendre. La France, comme nous, a besoin d'avoir des fonds de manière régulière, et donc elle emprunte à un taux donné qui est spécifique à sa situation économique. Et donc, du coup, faire un autocall baissier sur le CMT français, sur le Tech 10, c'est parier que la santé financière de la France va s'améliorer. Alors, pourquoi le faire? C'est tout simplement parce que ça permet d'avoir des rendements plus intéressants que si on faisait un investissement sur du livret A à 2%, ou peut-être même un peu moins prochainement. Et tout en faisant ce qu'on appelle du portage positif, parce qu'en fait, la courbe du CMT est positive et croissante, et donc ça permet, si rien ne bouge, d'avoir des rendements très intéressants de 6, 7, 8% au lieu de faire du 3% livret A. Tout en restant sur les taux. Tout en restant sur des taux. Mais alors, du coup, quel est le risque si, par exemple, on va aller chercher du 6, 7, 8%, tandis qu'on est sur des taux qui sont liés à la France? Donc,
Le risque, c'est le risque souverain français, tout simplement. C'est-à-dire que si la France, demain, a des difficultés de liquidité, a besoin de lever plus de fonds, de s'endetter davantage, ou s'il y a un risque politique, ça veut dire que la France, le taux d'intérêt français va augmenter. Et comme on a fait un pari que ça ne va pas augmenter, là, on risque de ne pas toucher justement ce coupon de 7% et de toucher 0 à la place. D'accord, mais le capital n'est pas à risque. Le capital n'est pas à risque. Samy, tu as parlé des autocalls. C'est un produit structuré qui est très à la mode, surtout en France. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste ? Alors, l'autocall, dans son nom même, figurent les deux aspects majeurs de sa définition. Donc, il y a le call, ça veut dire que le produit peut s'arrêter avant sa maturité finale. Auto, ça veut dire que ça peut être arrêté de manière automatique en fonction de conditions de marché. En termes de produits structurés sur les taux d'intérêt que tu réalisais pour le compte, par exemple, de particuliers comme toi et moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple très simple à comprendre en supposant, disons que j'ai une vue haussière sur les taux, quel est le produit structuré que ton équipe et toi allez, designer et le proposer ? Tout simplement, si tu as une vue haussière sur les taux, ça veut dire que tu penses que les taux vont monter, tout simplement, je vais te proposer un produit qui te verse un coupon si les taux montent, et au contraire, qui ne te verse pas un coupon si les taux baissent. Et donc, c'est ce qu'on appelle généralement une digitale. Et donc, c'est soit tu touches le coupon si ton scénario se réalise, soit tu ne touches pas ton coupon si ton scénario ne se réalise pas. Ça, c'est ce qu'il y avait de plus simple, en tout cas, pour le marché retail. D'accord. Et à ça, vous ajoutez, par exemple, une obligation de manière à pouvoir sécuriser le capital du client. Exactement, une obligation pour pouvoir aussi rémunérer le fait que le client prête son argent pendant une certaine période. D'accord, très bien. Et donc, à partir de là, une fois que je rentre dans ce produit, supposons que les taux augmentent, donc que je gagne de l'argent, mais quelle aurait été la différence si j'avais acheté directement une obligation ? Par exemple, une obligation type Stellantis, et que les taux de Stellantis avaient, par exemple, le taux de rendement de Stellantis avait augmenté, j'aurais également bénéficié de cette hausse. Quelle est la différence en fait entre eux ? Alors, si tu achètes une obligation, tu vas loquer le coupon que tu vas toucher. Donc, tu ne vas pas bénéficier de la hausse. Au contraire, ton mark-to-market va baisser parce que du coup, tu aurais pu avoir plus si tu avais acheté un peu plus tard. Et donc, au contraire, tu ne gagnes pas sur ton pari parce que tu n'as pas rémunéré ta position et ta vue sur la haussière sur les taux. D'accord. Donc, aujourd'hui, si je suis un particulier, il est très difficile pour moi d'avoir recours à ce que tu considères comme un pari sur les taux, sur l'évolution des taux, sans produit structuré ? Ou est-ce que je peux quand même traiter sur les marchés une hausse des taux ? Une hausse des taux, ça va être compliqué parce que ça veut dire que tu paries sur la baisse de l'obligation. Et donc, du coup, il faudrait vendre une obligation sans en posséder. Donc, en tout cas, pour le marché retail, c'est très compliqué d'avoir cette typologie de produits sans avoir recours à un produit structuré. En fait, d'où l'utilité, justement, des grandes banques. OK, très bien. Samy, tu as réalisé, du coup, pendant des années, un métier assez complexe. Comme on le voit, on essaye vraiment de démystifier ce que tu faisais. C'est assez compliqué. J'imagine que, justement, cette complexité liée justement aux grandes études que tu as faites et aussi à l'industrie de la finance qui est très rémunératrice, je me permets de te poser une question assez cash. Samy, quel était ton salaire quand tu étais structureur ? C'est une très bonne question. Alors, en tout cas, je pense que ce qui va essentiellement intéresser, pour revenir d'ailleurs sur ta question précédente entre structuration et trading, c'est est-ce qu'un structureur peut espérer aussi être rémunéré autant qu'un trader ? Moi, en tant que structureur, ayant beaucoup d'amis traders, j'ai une bonne partie de la réponse parce que je sais qu'en moyenne, un structureur peut gagner 80 à 85% de ce que peut gagner un trader. Donc, sur ce que je dis là, il y a beaucoup d'informations. Il y a, premièrement, oui, un structureur, en moyenne, gagne moins qu'un trader, mais ça veut aussi dire qu'un structureur a un meilleur salaire en taux horaire. Parce que, comme tu le disais auparavant, moins de stress à gérer, moins de présence obligatoire sur le desk à l'ouverture, à la fermeture. Et ça veut aussi dire, vu que c'est une moyenne, qu'un bon structureur peut gagner plus qu'un trader moyen. Et ça, c'est très intéressant à savoir, c'est-à-dire qu'il faut garder en tête ce qu'on veut faire, quel choix on veut faire de sa carrière, et pas, même si c'est vrai que trader, ça reste en tout cas d'une posture très intéressante, c'est connu, c'est internationalement une belle casquette, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut faire et quelle partie du métier nous plaît le plus. Très intéressant cette comparaison. J'ai bien compris qu'on n'allait pas avoir le salaire, mais je me permets quand même de te demander un ordre de grandeur
pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, par exemple, soit travaillent ou veulent s'orienter dans ces industries, ou tout simplement pour avoir une idée de fourchette, parce qu'après, justement, on va explorer les différentes opportunités d'investissement, et c'est vrai que c'est important d'avoir une idée, un ordre de grandeur, si tu peux Bien nous sûr, l'indiquer. je peux tout à fait donner l'ordre de grandeur, mais c'est juste qu'il faut bien sûr savoir que ça peut dépendre aussi de l'expérience, ça peut dépendre du métier même de structureur en particulier, mais en, en comptant aussi la prime, qui est une partie importante de la paye de n'importe quel métier en salle de marché, il faut facilement compter entre 150 et 300 000 euros par an. D'accord. Et ça, c'est lorsqu'on est junior ou c'est après quand même quelques années? Après quelques années d'expérience. D'accord. Donc, lorsque tu es en finance, on le sait, hein, tu as le confort, tu as le statut, tu as la sécurité de l'emploi également. Et en ce qui te concerne, tu avais également tout ce qu'il fallait pour continuer une carrière encore de 20 ans. Et pourtant, tu as décidé d'arrêter pour te concentrer sur autre chose. En préparant cette interview, je me suis permis de contacter un de tes associés avec lequel, justement, tu as voulu entreprendre, et c'est la raison pour laquelle tu as tout quitté. Et je vais du coup lire ce qu'il pense de toi. J'ai vu en Samy la personne capable de mener à bien ce projet. Il est doté d'une expertise financière très poussée, nécessaire à la structuration d'un business plan solide. Donc j'apprécie le jeu de mots. Et ses origines marocaines sont indispensables à la réalisation de ce projet. Alors, avant de rentrer vraiment dans la profondeur de ce projet, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans ta tête le jour où tu as décidé de démissionner, le jour où tu t'es dit « je vais me mettre full-time sur ce projet entrepreneurial ». Est-ce que tu as hésité ? Est-ce que c'était une décision compliquée à prendre ? Et surtout, est-ce que tu n'as pas fait des allers-retours constamment dans ton cerveau, puisque c'est quand même une situation très compliquée à quitter ? C'est très compliqué. J'avais quelqu'un de ma famille très très proche qui m'avait toujours, même avant même de commencer le salariat, essayé de convaincre de faire de l'entrepreneuriat. Et là où il avait raison, c'est que si on veut entreprendre, il vaut mieux le faire avant de toucher au confort. Et en effet, c'est vrai qu'en salle des marchés et en banque, on a une situation confortable, on a aussi accès à un réseau exceptionnel. Et c'est difficile, presque impossible de quitter ce type de confort. Après, tout n'est pas tout blanc, tout noir. La décision, elle s'est pas prise du jour au lendemain. « Oh, c'est vrai, on va parler du projet, incroyable, on va offrir 15%, ça ne peut que marcher, je quitte tout. » Tout s'est fait de manière progressive. Le projet est né, ça a commencé à prendre, à fonctionner. Et surtout, quelque part, le quotidien a pris le dessus. Et on se rend compte que petit à petit, ce n'est plus possible de faire autre chose. Et je pense que toi aussi, tu es très bien placé pour le savoir. Quand on crée quelque chose qui quelque part, nous appartient, la décision, au final, ne peut être que ça, parce qu'on sent que c'est ça notre vie, c'est ça notre projet. Et aujourd'hui, bien sûr, au bout d'un moment, ça m'a paru évident que c'est ça qu'il fallait faire. Et je quitte en effet le salariat, mais au final, ce que j'ai réussi à faire comme raisonnement, c'est que je ne quittais pas au final le réseau. C'est un réseau que je peux garder, et ça peut même devenir au final des clients, des investisseurs de Riyad Invest. Je peux aussi, et ça aussi c'est important, c'est pas parce qu'on n'est pas structureur qu'on ne peut pas être un bon entrepreneur aussi, et ça aussi c'est quelque chose dont on peut être fier aussi dans un second temps. Alors, on reparlera justement après de comment tu as transposé tes compétences en structuration dans ton projet, parce que je trouve ça fascinant. Mais avant ça, je vais revenir rapidement justement sur le réseau, le statut, la rémunération, le confort. Qu'est-ce qui a été le plus dur à quitter ? Parce que voilà, quand on devient entrepreneur, on a aussi un manque à gagner au début, ce qui est assez évident. Et ensuite, on a également une perte au niveau du statut par rapport à potentiellement toi, ce que tu avais avant. Concrètement, qu'est-ce qui a été le plus dur à quitter ? C'est le salaire. C'est le salaire, ok. C'est le salaire parce que, comme je disais tout à l'heure, le réseau, je pense pouvoir essayer de le garder. Le statut aussi, je pense pouvoir réussir à maintenir un statut intéressant avec une entreprise qui peut éclore et qui peut peut-être, pourquoi pas, être une réussite. Et donc, quelque part, ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer garder même très rapidement. Alors que le salaire, pour une entreprise qui se lance, ça, c'est quelque chose, c'est indéniable. Il faut savoir refuser ce confort qu'on avait. C'est presque un sacrifice qu'on fait pour que l'entreprise puisse fonctionner. Très bien. Alors, ton associé cherchait donc un financier avant vraiment de comprendre comment
as pu transposer tes compétences. Je vais revenir sur le projet, puisqu'on a parlé justement de cette aventure entrepreneuriale, mais on n'a pas encore justement décrit le projet. Est-ce que tu peux très simplement nous dire en quoi consiste Riyad Invest? Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en effet, si on rentre dans le détail de Riyad Invest, c'est très technique et on peut se rendre compte que c'est très structuré. Mais s'il faut l'expliquer, ça peut être aussi très très simple. Notre solution, c'est tout simplement de permettre à plusieurs personnes de co-investir dans un seul bien. Nous, en tant que société, on va acheter le bien pour tout le monde et on va le gérer pour tout le monde pour ensuite restituer à chacun sa part exacte des revenus d'exploitation du bien et plus tard aussi sa part exacte du prix de revente du bien. Donc, il faut vraiment s'imaginer que c'est un co-investissement organisé par Riyad Invest. On l'a fait, bien sûr, dans les riads à Marrakech et au Maroc dans un premier temps. On pourra expliquer pourquoi aussi ce choix dans un second temps. Mais dans le principe, c'est tout simplement du co-investissement organisé. Alors ça existe déjà en France. Je crois que ça s'appelle l'immobilier fractionné, où justement chaque investisseur peut aller détenir une part de ce qu'on appelle une SCPI, je pense. C'est une part d'une obligation. Les SCPI, c'est autre chose parce que c'est un fonds dans lequel on investit de manière générale et où le gérant peut acheter plusieurs biens. Ici, on va détenir une part exacte du bien qu'on nous a proposé et qu'on a sélectionné. Donc, c'est beaucoup moins opaque qu'une SCPI parce que c'est clair sur quoi on investit. Mais sinon, en effet, c'est de l'immobilier fractionné qu'on a décidé de faire sur des riads, sur des biens hôteliers, pour des raisons évidentes de rentabilité. Avant de rentrer dans les chiffres, ma première question, c'est pourquoi avoir décidé de le faire au Maroc, outre, je dirais, tes origines? Est-ce qu'en France, tu penses que le rendement n'est pas assez bon, même dans des villes comme Roubaix, dans des villes comme Saint-Étienne, dans des villes un petit peu excentrées, où justement il y a énormément de jus dans des biens, par exemple, qu'on peut retaper pour de la colocation ou autre? Alors oui, on peut essayer de retaper, mais ça devient aussi un autre travail qui est la rénovation, voire de la promotion, etc. En France, il existe déjà des solutions d'immobilier fractionné et si on décortique leurs propositions, ça dépasse très rarement les 7-8%. Et ce n'est pas une surprise, si on fait de l'immobilier en France, si on le fait en plus à Paris, les rendements ne sont pas exceptionnels. À Marrakech, c'est ça qui a plus drivé la solution plus que mes origines, c'est la rentabilité qui est exceptionnelle et qu'on peut s'expliquer. On arrive à expliquer pourquoi c'est très rentable de faire de l'hôtellerie à Marrakech. Premièrement, le prix à Marrakech est aujourd'hui 2 à 3 fois moins au mètre carré que ce qu'on peut voir, par exemple, dans de grandes villes touristiques similaires comme Séville ou Barcelone. En revanche, les prix à la nuitée, elles, sont très similaires. Aujourd'hui, si on essaye de prendre un riad en plein cœur de la médina de Marrakech, c'est 100 à 150 euros. Et donc, très rapidement, on se rend compte que si on prend les prix de la nuitée, qui est le moteur principal de la rentabilité hôtelière, versus le prix de l'immobilier, qui est au final le coût principal de l'investissement hôtelier, on se rend compte que c'est naturellement très, très rentable parce que c'est 2 fois moins cher, mais c'est le même prix de la nuitée. Ensuite, ça reste de l'investissement hôtelier. Et donc, naturellement, même si on fait un hôtel à Paris, on n'a pas la même rentabilité que si on fait un bien classique. Parce qu'on y fait de la restauration, on y fait de l'intermédiation dans les activités touristiques, on y fait du bien-être. Et tout ça, c'est un millefeuille de revenus qui vient s'accumuler et tout ça est reversé à nos investisseurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre des rentabilités de 15% très intéressantes aujourd'hui. Alors, avant vraiment de rentrer dans les chiffres pour comprendre ce 15%, je vais te dire, une chose, en préparant cette interview, j'ai parlé un petit peu autour de moi que je te recevais et de ta reconversion sur justement ce business model qui justement offre 15% de rendement. La première réaction qu'on a eue, c'est pas possible parce que 15% de rendement, c'est trop haut. Alors, je pense que c'est vraiment très important de rentrer dans les chiffres et d'avoir, si c'est possible, une idée réelle de un riad à Marrakech. Ça coûte combien finalement? Et quand tu nous dis la nuitée, rapidement faire les calculs pour voir justement est-ce qu'au final on est bien sur du 15%. Et ensuite, moi je te poserai mes questions quant au risque, puisque tu as été structureur et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais qui dit haut rendement dit très haut risque également. Donc, combien ça coûte un riad à Marrakech? Alors, un riad à Marrakech, alors je ne vais pas faire la réponse classique de ça dépend de la localisation, parce que en fait, notre business plan, il est clair. Nous, on prend des riads dont les chambres coûtent 100 à 120 000 euros au maximum.
Donc ça, c'est une chambre dans un riad, c'est 100 à 120 000 euros. Exactement. Et de toute façon, au final, on peut essayer de rapporter l'essentiel des chiffres à une seule chambre. Mais supposons, on prend un 10 chambres à 1 million d'euros pour faire simple. Ensuite, c'est un 10 chambres, donc on a 100 euros la nuit. Et on peut très très vite s'apercevoir qu'on peut espérer, avec un taux de remplissage de 80%, plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires de nuitée. S'ajoute à cela de la restauration, du bien-être, d'intermédiation dans les activités touristiques. On peut rentrer dans le détail des chiffres et on le fait sur chacun de nos projets. On peut espérer jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Ensuite, bien sûr, il faut rentrer aussi dans les charges qui sont aussi liées au Maroc, un peu plus faibles que des charges qu'on pourrait avoir en France, que ce soit d'un point de vue salarial, que ce soit la matière première, etc. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est que les 15%, aujourd'hui, ce n'est pas juste une promesse, c'est aussi des faits réalisés en historique. Aujourd'hui, on a déjà 4 biens financiers, on a déjà 4 biens sous gestion, et sur l'ensemble de ces biens, on a respecté les business plans qui ont été proposés. Et c'est pas forcément un miracle, parce qu'en fait, nos business plans sont basés sur un historique réel déjà, parce qu'on prend et on propose que des biens qui sont déjà exploités. C'est ça aussi l'avantage de l'immobilier fractionné sur le touristique, parce qu'on prend des biens, des hôtels, enfin des riads, qui ont des pages booking existantes, qui ont déjà des notations existantes, et donc on a aussi les factures du vendeur qui peuvent nous prouver quels chiffres on peut espérer, et c'est sur la base de ces chiffres-là qu'on propose un business plan à nos investisseurs. Alors, je me permets de revenir sur un fait que tu as énoncé, sur lequel j'aurais aimé t'interroger. Marrakech, c'est une destination touristique, donc qui dit tourisme dit période dans l'année, et tu annonces donc un range de prix entre 100 et 150 euros. Mais par exemple, est-ce qu'à Marrakech, en août, lorsqu'il fait très très chaud, un riad se loue typiquement entre 100 et 150 euros? Est-ce que même le tourisme y est toujours à Marrakech au moment de forte chaleur? Et à contrario, est-ce qu'on a toujours des touristes qui vont à Marrakech lors de fortes pluies ou d'hiver très prononcés? C'est-à-dire que les 80% du taux de remplissage que tu as pris en compte, est-ce que et je te le pose vraiment naïvement, est-ce que c'est une data qui est vérifiée 80%, c'est une moyenne sur l'année, et donc oui, ça veut aussi dire que dans les périodes fortes, et donc en dehors de l'été, on fait bien plus que 80%, on peut espérer 95% de taux de remplissage, et ce sont des chiffres avérés au mois de mars, au mois d'avril, au mois de décembre. Au mois de décembre, pareil, c'est une moyenne, je dis 100 à 150 euros au décembre. Pendant la période des fêtes, on loue bien plus que 150 euros. Ça peut arriver à 220, 230, 250 euros la nuitée. Ce sont des moyennes sur l'année. Et en effet, l'été, contre-intuitivement, ou peut-être que pour toi c'est une évidence, mais l'été, c'est à Marrakech, c'est la période la plus compliquée où on a le taux de remplissage le plus faible, où on peut baisser les prix pour essayer de maintenir des taux de remplissage intéressants. Mais en effet, je peux te confirmer qu'en moyenne, un riad fait 80% de taux de remplissage avec 100 à 150 euros de prix à la nuitée. Alors, en t'écoutant, j'ai l'impression que du coup, c'est l'investissement idéal. J'ai listé quelques risques dans ma tête, puisque comme on l'a dit, avant même de rentrer dans le cœur du modèle, tout rendement va avec un risque. Et je pense que l'exercice sera d'autant plus honnête si c'est toi qui, justement, listes les risques liés à ce type d'investissement. Et ensuite, ce que je te propose, c'est qu'on en discute et qu'on puisse rebondir. Donc ma question, elle est simple, c'est quel est le risque lié à un tel investissement sur des riads à Marrakech? Alors, il y a plusieurs risques, en effet, comme d'ailleurs dans tout type d'investissement et comme dans tout type d'investissement en immobilier. Tout d'abord, il y a le risque du marché de l'immobilier à Marrakech, parce que quelqu'un qui achète à travers notre solution des parts dans l'immobilier, il est indexé au prix auquel on va réussir à revendre plus tard ce bien-là. Donc, il y a la fluctuation du marché même. Ensuite, il y a un risque aussi, bien sûr, du marché spécifique, c'est-à-dire du riad lui-même. Comme quand on achète un appartement, on est soumis au risque à Paris, on est soumis au risque parisien, mais on est soumis au risque du quartier, au risque de sa résidence, etc. Donc, il y a ce deuxième facteur, bien sûr, qui est important. Et puis, il y a un risque touristique. Bien sûr, si demain, pour je ne sais quelle raison, le tourisme à Marrakech s'effondre, nos investisseurs ne vont plus percevoir les 15% de rendement. Donc, il y a ce risque-là, bien sûr, qui est majeur. Ensuite, il y a un risque de liquidité. Parce qu'à chaque rendement est associé un risque, mais il y a aussi une bonne partie de la rentabilité qui peut être liée aussi à la liquidité du sous-jacent. Au final, on revient au taux d'intérêt dont on parlait, à la rapidité à laquelle on peut récupérer notre argent. Quand on investit dans de la pierre, bien sûr, il faut
faut laisser le temps d'amortir les frais de notaire, les travaux. Et donc, ce n'est pas un investissement à faire sur 1 an ou 2 ans et essayer de récupérer son capital. Donc, il y a un risque de liquidité aussi. Même s'il y a un marché secondaire, on peut en parler sur notre solution. Et il peut y avoir aussi d'autres facteurs de risque un peu plus spécifiques, comme le taux de change, etc., dans notre solution. Alors, c'est intéressant. Je pense que tu as listé tous les risques que j'avais en tête, sauf un. C'est le risque, toi qui as travaillé en produits structurés, c'est le risque d'émetteur, donc le risque de défaut de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'investis mon argent dans Riyad Invest, alors ok, vous faites des biens immobiliers à Marrakech, mais qui me dit que je vais justement avoir ou récupérer mon bien? Et donc, c'est ce qu'on appelle le risque de crédit, tout simplement. Donc, le défaut de l'émetteur de me payer. C'est une très, très bonne question. En effet, je ne l'ai pas cité. Et pourtant, nous, de manière défensive, on le cite aussi sur nos plateformes et sur nos émissions. Mais en revanche, on a fait quelque chose pour réduire au maximum ce risque-là pour nos investisseurs, puisqu'on ségrègue au final, et c'est le principe de l'immobilier fractionné, on compartimente tous les investissements en créant, en tout cas dans notre cas, des filiales pour chaque bien. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un investissement d'un client sur un bien, cet argent-là va dans une filiale qui ne va que acheter ce bien-là. Et donc, dans ce compte-là, dans cette comptabilité, il n'y a que ce bien-là. Et donc, ce que fait Riyad Invest par ailleurs, ou ce qui se passe dans les autres Riyad, n'intéresse finalement pas l'investisseur, puisque le bien est parfaitement ségrégué. Donc, il y a un risque émetteur, mais il est vraiment très largement diminué par cette ségrégation. Et d'ailleurs, le bien reste toujours en collatéral, et ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans notre contrat, c'est-à-dire que dès la revente du bien, l'investisseur doit être remboursé au plus tard au bout d'1 mois, puisqu'on envoie avant chaque émission nos contrats à l'AMF. Alors, premièrement, c'est la ségrégation. Donc, tu parles de ségrégation, ça veut dire que je ne suis pas exposé au riad d'en face. C'est-à-dire que, par exemple, si tu achètes 2 riads et qu'il y a un riad qui prend feu, par exemple, et qui est inhabitable et pour X ou Y raison, tu n'as pas su faire jouer l'assurance, et bien en fait, la période locative pendant 6 mois n'est plus disponible, je ne suis pas affecté. Exactement, parce que tu as investi dans ce riad-là en particulier. Ce riad-là détient un compte en particulier et tu n'es concerné par l'investissement que sur ce riad-là. C'est aussi l'une des principales différences entre l'immobilier fractionné et les SCPI, c'est que tu investis dans un seul bien que tu as sélectionné, que tu as pu voir et tu es convaincu par ce bien-là. Donc, en fait, c'est quand même à double tranchant, pour le rappeler, parce que j'augmente énormément mon risque, qui est justement sur un bien spécifique. OK, donc je comprends mieux la logique. Ensuite, pour continuer un petit peu dans ce raisonnement, tu parlais justement de risque de liquidité. Alors, le risque de liquidité, ça veut tout simplement dire que je t'ai confié mon argent, que je veux reprendre cet argent-là. Sur les marchés financiers, ça se fait très rapidement. Par exemple, si j'achète pour 50 000 € d'ETF sur le S&P 500, il me suffit d'un bouton, d'une seconde pour récupérer mon argent. Ma question, elle est simple. Combien de temps il me faut pour récupérer mon argent chez Riyad Invest? Malheureusement, c'est très compliqué à avoir comme réponse parce qu'on a eu un seul cas de personne qui a vraiment voulu revendre ses parts. Les autres ne veulent pas sortir du bien. Quand tu fais du 15% et que tu as pris le risque de te lancer dans une solution qui à l'époque était nouvelle, c'est sûr qu'une fois que tu fais 15% et que ça marche très bien, tu n'as pas forcément envie de revendre à quelqu'un qui a vu que maintenant ça marchait très bien et qui espère rentrer au même prix par ailleurs. Parce que, bien sûr, quelqu'un qui veut rentrer dans notre solution, il espère lui aussi prendre les parts au même prix. Donc on a eu un seul cas de personne qui a réussi à vendre. Alors il est arrivé à un moment donné où il avait déjà son potentiel acquéreur et donc ça s'est fait en quelques jours. C'est pas immédiat et ça c'est quelque chose qui est décrit dans nos contrats. L'un des risques majeurs, c'est aussi la liquidité, c'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'un investissement dans de l'immobilier et a fortiori dans de l'immobilier fractionné, c'est un investissement illiquide. Il faut être prêt à perdre du temps avant de pouvoir récupérer son capital en cas de besoin. Ok, donc là on va aborder quelque chose d'un peu plus technique pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est justement le risque de change que tu as mentionné. C'est des investissements au Maroc. Le Maroc, c'est du dirham. Les flux financiers donc, proviennent de la France, donc en euros. On sait que le dirham est pégé à l'euro et au dollar. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur la performance réalisée? Est-ce que c'est 15%, je dirais, avant taux de change ou après taux de change? Comment ça se passe? Alors, c'est 15% après taux de change. De toute façon, nous, notre solution, elle est parfaitement clé en main. Donc, c'est d'ailleurs 15% après les frais de notaire, c'est 15% après toutes les marges
qu'on prend de notre côté, c'est 15% après les provisions de travaux et c'est 15% après le taux de change. C'est-à-dire que nous, ce qu'on promet, c'est qu'un investisseur qui met 10 000 euros, à la fin de l'année, avant impôt, bien sûr, il perçoit 1 500 euros. Ensuite, au risque de peut-être encore te décevoir, ce risque de taux de change, lui aussi, on a essayé, en tout cas, on a réfléchi aussi aux possibilités de le limiter. À Marrakech, aujourd'hui, et n'importe qui peut faire le test, quand on négocie un riad, c'est très souvent en euros, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs européens. Et d'ailleurs, le ticket d'entrée est tellement important que malheureusement, une bonne partie des personnes qui possèdent les riads, ce sont des investisseurs européens. Ensuite, si on fait aussi l'exercice d'essayer de réserver une nuitée à Marrakech, le prix, ici encore, est en euros. L'usufruit de l'exploitation est en euros. La revente potentielle est en euros, parce que les négociations se font en euros. Et donc, au final, le risque de change, il est essentiellement sur les revenus extra qu'on peut faire à l'intérieur de Riyad, parce que la restauration, elle, bien sûr, se fait en dirhams sur place, les massages se font en dirhams. Et c'est un risque de change qui est très limité, parce que très rapidement, une fois qu'on a perçu les revenus, on les remonte à la fin du mois, parce que les revenus qu'on donne à nos investisseurs sont mensuels. On parlait justement de ton expérience avant en structuration. Concrètement, lorsque j'achète, par exemple, une part d'un riad, est-ce que je le détiens juridiquement ou est-ce que je détiens ce qu'on appelle une note de crédit, par exemple, en disant je te dois tant sur la performance. Est-ce que tu, pour ceux qui comprennent le terme, fais un espèce de swap de performance ou est-ce que je détiens réellement la performance ? Alors, c'est une très, très bonne question. Et la solution de l'immobilier fractionné, c'est justement d'essayer de démocratiser et de rendre accessible à tous. Et malheureusement, on ne peut pas emmener tout le monde chez le notaire. Et donc, non, nos investisseurs ne détiennent pas tous, en tout cas pas le titre en direct du riad. En revanche, ce qu'ils détiennent, c'est un produit structuré, j'ai presque envie de dire, une obligation de Riyad Invest qui est indexée sur la rentabilité du riad. C'est-à-dire que les coupons reversés mensuellement sont calculés sur la rentabilité du riad. Et pareillement, un peu comme une linker, c'est-à-dire une obligation indexée sur l'inflation, qui sont très répandues en finance, le remboursement de notre obligation, de l'investissement de nos clients, est indexé sur le prix de revente du bien. C'est-à-dire qu'on leur donne aussi la possibilité de bénéficier de l'augmentation, ou la baisse malheureusement, du prix de l'immobilier à Marrakech. D'accord, donc en fait, tu construis un produit qui, à la fois, donne un rendement au niveau de la perf. Donc, grosso modo, si j'ai une très bonne perf, je reçois cette très bonne perf, mais à contrario, si j'ai une mauvaise perf, je suis aussi touché par cette performance. Est-ce que d'ailleurs, il y a une espèce de floor ou c'est… Non, justement, en fait, pour plusieurs raisons. Comme on essaye de simuler au maximum la détention de parts du bien, et donc naturellement, comme on essaie de donner l'essentiel des avantages de détenir le part du bien, malheureusement, la structuration fait que aussi l'investisseur va détenir l'essentiel, voire tous les risques qui sont liés aussi à la détention du part de bien. Il faut vraiment s'imaginer qu'il détient une part de riad, donc si le riad fait 0, il va percevoir 0. Le seul floor qu'il peut avoir, c'est déjà pas mal, parce que quand on détient un riad, on peut avoir des charges. Exactement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que s'il y a des travaux à faire dans le riad, est-ce que du coup mon floor c'est 0 ou est-ce que… Il a un floor à 0 par construction, parce que c'est une obligation. Donc s'il investit, plus jamais, nous, société Riyad Invest, on va aller lui demander quoi que ce soit d'autre. Donc son floor, en effet, c'est 0, ce qui est déjà pas mal. J'ai très bien compris la situation du client. Je dirais, et je vais te poser une dernière question sur le client avant de passer justement sur l'entrepreneuriat. Imaginons que je sois insensible au rendement, ce qui est très rare lorsque je suis investisseur, mais imaginons que je suis insensible au rendement. Quelle est l'autre raison pour laquelle j'investirais chez Riyad Invest, au-delà des 15%? Alors, au-delà des 15%, et comme tu disais, ça peut être très très rare d'être insensible. Nous, ce qu'on met le plus en avant, et ce qu'on met en tout cas comme second argument majeur, c'est la partie purement clé en main. Aujourd'hui, une bonne partie de nos clients sont des anciens ou sont des investisseurs en immobilier qui ont déjà fait de l'investissement immobilier, qui ont déjà dû négocier, aller chez le notaire, qui ont déjà dû gérer des locataires, gérer la machine qui ne marche plus, et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, qui deviennent peut-être même insensibles au rendement que leur procure le levier bancaire, ils se disent « Aujourd'hui, j'ai envie de faire un investissement immobilier clé en main, sans m'occuper de rien du tout, et pour pouvoir me concentrer au final sur mon vrai métier. » Parce qu'en final, l'immobilier, contrairement aux ETF, ce n'est pas qu'un investissement, c'est aussi un peu de travail. Et du coup, nos investisseurs, beaucoup, sont contents d'avoir un investissement purement clé en main. Ils peuvent investir en quelques minutes sur notre plateforme. Vraiment, je n'abuse pas, il suffit de valider sa pièce d'identité, d'être convaincu par le projet.
et d'investir le nombre de parts qu'on souhaite. Donc le deuxième aspect le plus important, c'est la partie clé en main, faire de l'immobilier, de la pierre de manière purement clé en main et transparente. Alors je rebondis rapidement sur le levier bancaire. On est d'accord qu'aujourd'hui, ce que tu proposes, par exemple, pour imaginons un financier, c'est toujours plus intéressant quand même d'aller faire du levier bancaire, du crédit au sein d'une banque, par exemple mettre un apport de 10 à 15% du bien, de contracter ce prêt et d'aller acheter le bien, puisque au bout de 20 ans, par exemple, je récupère mon bien, plus par exemple un certain rendement ou la valeur immobilière supérieure à laquelle je l'ai acheté il y a 20 ans, qui est une data assez vérifiée, en tout cas en France, comme quoi l'immobilier prend au fil des années, en fonction des villes bien évidemment, plutôt que d'investir chez Riyad Invest. Est-ce que, et en fait c'est ma question, est-ce qu'on arrive à concurrencer ce modèle qui est quand même difficilement concurrençable? Alors j'ai écrit un article sur Riyad Invest où je montrais qu'en effet, si on le fait de manière passive, c'est-à-dire que si on achète un bien et qu'on le laisse pendant 25 ans en espérant que les loyers nous remboursent la traite, nous remboursent le crédit, nos intérêts, en fait, c'est même pas suffisant. Aujourd'hui, si on met 25 000 € d'apport sur un bien de 250 000 €, ça veut dire qu'on va attendre 25 ans. Si on fait l'hypothèse que le bien ne prend pas de valeur, dans 25 ans, on aura 250 000 €. Je fais l'hypothèse que le bien ne prend pas de valeur parce que pour Riyad Invest aussi, ils peuvent avoir la mise en valeur du bien aussi à travers notre obligation qui est indexée pour rappel. Et donc, on va faire la supposition pour les deux cas qu'il n'y a pas de valorisation de plus de biens. Donc, on attend 25 ans, on met 25 000 € et on attend 25 ans pour avoir 250 000 € avant impôt. Avec Riyad Invest, si on met 25 000 € et qu'on réinvestit tous les revenus pendant 25 ans, on aura bien plus que 250 000 €. Ok, mais alors, réinvestir les 25 000 € tous les ans. Pas les 25 000 €, les revenus. Perçus de 25 000 €. Parce que quand on fait un investissement. Proposé chez Riyad Invest, par exemple, imaginons que mon 25 000 € fait 15%, donc un peu plus de, je dirais, 15%, 20 000, donc un peu plus de 3 000 €, c'est ça? C'est ça. Ces 3 000 € que j'ai, je peux les remettre à 15%? Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser les revenus sur la plateforme et le client a le choix entre retirer ses revenus ou les réinvestir. Parce que quand on fait un investissement immobilier avec un crédit, on ne perçoit rien pendant 25 ans. Et donc, du coup, ça veut dire que cet investisseur est prêt à réinvestir tout ce qu'il perçoit. Et donc, si on réinvestit de manière assidue ces 3 000 €, ces revenus pendant 25 ans, on aura bien plus que 250 000 € net d'impôts. Et c'est là, au final, la force, à mon sens, du crédit immobilier. Bien sûr, déjà, c'est l'assiduité que ça impose. Parce que du coup, on ne se rend pas compte, mais on est en train de réinvestir à chaque fois. La seule différence ici, c'est qu'avec Riyad Invest, il n'y a pas besoin de s'endetter. Un crédit vous engage, nous on le dit souvent, alors que Riyad Invest vous soulage. Ok, donc c'est un peu la... C'est un peu le petit mot. Exactement. La pick-up line. Ok, c'est pas mal. Ok, très bien. Alors, je te parlais justement de ma sensibilité entrepreneuriale parce que... Après, si je peux juste terminer, pardon, pour être tout à fait honnête, ça c'est si l'investisseur est passif, c'est-à-dire qu'il attend pendant 25 ans et qu'il ne fait rien du tout pendant 25 ans. En réalité, si en effet, il fait un crédit pendant 4 ans et ensuite revend son bien et refait un autre crédit tous les 4 ans, là, ça peut être une stratégie dynamique qui, elle, pour le coup, est imbattable parce qu'il optimise son levier bancaire tout le long. C'est-à-dire que pendant chaque fois, il est à peu près à 100% de levier. Là où, en fait, quand on laisse le bien pendant 25 ans, en fait, petit à petit, notre levier, il diminue parce qu'en fait, on est en train de rembourser et notre levier diminue complètement. En tout cas, merci pour ton honnêteté. C'est, je pense, apprécié. Donc, je te parlais de l'aventure entrepreneuriale et justement, mon côté un peu entrepreneur me fait penser au business model de ce que vous êtes en train de faire. Concrètement, on a énuméré les risques et les points positifs pour un client, mais toi et ton équipe, comment vous vous rémunérez sur ce genre de biens? Et donc, ma question sous-jacente, pour être également honnête, c'est en fait quels sont les frais pour un client liés à ce genre d'investissement? En fait, quel est le business model? Comment vous faites de l'argent sur, par exemple, les 100 000 € que je te donne pour investir dans le Riyad? Comment, en fait, sur les 100 000 € tu vas générer de l'argent? Alors, nous, on a 3 différentes parties dans le business model. Tout d'abord, on a des frais d'acquisition. Un peu comme une agence qui va te trouver le bien, qui va commercialiser le bien. On a aussi des frais de structuration,
d'émissions, etc. Donc nous, on a des frais d'acquisition. C'est-à-dire que quand le Riad coûte 1 million d'euros, nous, on ne va pas financer 1 million, on va financer 1 100 000. On va prendre 10% du prix du bien. Alors, c'est 10% du prix du bien et non pas 10% du montant de financement. Parce qu'à cela s'ajoutent aussi les frais de notaire, les provisions de travaux, etc. Mais en tout cas, on a des frais d'acquisition. C'est-à-dire que pour répondre plus en détail à ta question, quelqu'un qui met 100 000 euros, on va utiliser que 92 000 euros pour acheter le bien, les 8 000, on va les garder. Donc, c'est des frais d'acquisition. Donc, ça, c'est upfront. C'est-à-dire que c'est un revenu upfront, exactement. Ensuite, on a des running fees aussi pour faire aussi le parallèle avec la finance. On a aussi des frais de gestion parce qu'en fait, gérer un riad, c'est pas gérer un appartement. On va pas juste trouver un locataire et attendre et espérer qu'il ne sorte jamais. Il y a de la gestion en intraday, il y a des équipes sur place, il faut superviser, optimiser, vérifier que tout se déroule parfaitement. Et donc, on a des frais de gestion aussi de l'ordre de 20% de la rentabilité du riad. C'est comme une conciergerie. Alors d'ailleurs, si on fait l'exercice de demander à des conciergeries à Marrakech, je crois qu'ils prennent 20% du chiffre d'affaires, ce qui peut être facilement du simple au double. Nous, on prend 20% des frais de gestion. Mais ce qui est important de garder en tête, ça je le dis à chaque fois, c'est que les 15% de rendement qu'on propose à nos investisseurs sont nets de nos frais d'acquisition et nets de nos frais de gestion. Donc encore une fois, quelqu'un qui met 10 000 euros, à la fin de l'année, on lui promet 1 500 euros par an avant impôt, et c'est quelque chose qu'on a tenu sur nos premiers riads. Ensuite, la troisième partie du business plan, et ça c'est presque à titre individuel, c'est que nous aussi, on co-investit tant qu'on peut dans les riads, parce qu'encore une fois, on y croit aussi, et ça c'est quelque part quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on aligne nos intérêts avec les intérêts des investisseurs. D'accord, donc vous avez 3 modèles qui vous permettent... c'est quand même assez bien pensé, hein, donc bravo à vous. Là, aujourd'hui, vous avez fait combien de riads? Justement, tu disais que vous avez fait déjà des opérations. On a déjà financé 4 riads, tout à fait. On a financé déjà 4 riads à travers le modèle du fractionné. Le riad d'Aralif, c'était le premier. Ensuite, le riad Zamzam, le riad Tizgui et le riad Alice. Il y en a 2 qui sont en gestion depuis maintenant bien plus d'1 an et qui respectent les rendements qui ont été promis. D'ailleurs, je pense qu'on les dépasse aussi dans certains cas. Il y en a un qui est en travaux actuellement parce qu'on fait quand même des petites périodes de travaux on va dire de rafraîchissement dans certains riads. Et il y en a un qui a été financé il y a 2 mois qui, lui, va verser son premier rendement en fin de mois. Ok. Et donc, tous les investisseurs de ces 4 riads sont satisfaits en termes de rendement. Vous avez réussi à tenir le 15%? On a réussi à tenir les 15%. Et qu'est-ce qui se passe si on ne tient pas le 15%? Par exemple, imaginons qu'à Marrakech, il a fait trop chaud ou il a fait trop froid et que le tourisme en a pâti. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est une relation de confiance. Ça veut dire que du coup, nos investisseurs ne vont plus réinvestir et notre solution va en pâtir naturellement. Nous, notre business model, c'est de financer les biens et de les gérer. Donc, si au bout d'un moment, on voit que les rendements ne sont pas du tout respectés, c'est nous qui allons en pâtir. Je crois que j'ai fait le calcul il y a quelques jours. On a 42% de taux de réinvestissement auprès de nos investisseurs. Et pourtant, les biens ont été proposés sur une période de 2 ans. Donc, ça veut dire que nos investisseurs sont finalement très satisfaits parce qu'ils réinvestissent. Et surtout, aussi, un autre chiffre qui est intéressant. En moyenne, les premiers investissements chez Riad Invest sont de 4 000 euros. Les deuxièmes sont de 20 000 euros en moyenne. Et donc, ça montre aussi que les investisseurs gagnent aussi en confiance sur notre solution parce que pour l'instant, les 2 seules vraies promesses sont tenues. La première, forcément, il n'y a pas le choix, c'est le clé en main. Ils n'ont vraiment rien à faire. Et la deuxième, c'est aussi la rentabilité. D'accord. Et au niveau du chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire en 2025, combien ça est en 2026. 2026, pardon, ouais. Combien combien vous envisagez? Quels sont les objectifs? Alors, nous, notre objectif cette année, c'est de financer 4 riads en 1 an, donc en 2026. En moyenne, si on fait le rapprochement avec un 10 chambres, c'est-à-dire 1 million d'euros, donc on espère faire sur les frais d'acquisition 400 000 euros. Et puis, si on anticipe aussi qu'on aura sur une moyenne en 2026 6 riads en gestion, chaque riad fait en moyenne 2 500 euros, donc on peut espérer par mois. Donc on peut espérer 15 000 euros supplémentaires par mois sur les 6 riads, donc on peut atteindre les 600 000 euros de chiffre d'affaires cette année. 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et dans ce type de business, c'est quoi la marge nette pour l'entreprise, le bénéfice net que vous arrivez à en tirer? Aujourd'hui, le bénéfice net, il est très très faible parce qu'on est en grosse période de réinvestissement. On réinvestit beaucoup l'argent qu'on peut avoir, que ce soit en salaire pour grandir au Maroc, que ce soit en frais de publicité pour acquérir de nouveaux investisseurs, que ce soit aussi en développement de plateforme. Très prochainement, on va sortir l'application mobile. Aujourd'hui, c'est très difficile de ressortir un bénéfice clair tant réinvesti en fait.
Je vais passer sur un autre aspect. Je vais plutôt parler de tes origines. Tu as créé, structuré plusieurs produits structurés sur les taux et peut-être d'autres classes d'actifs quand tu étais structureur chez Crédit Agricole puis chez Barclays. Aujourd'hui, tu crées et tu structures un business model dans une entreprise qui est la tienne, donc Riyad Invest. Je pense que c'est un projet qui est quand même très, très personnel. De toute façon, toute aventure entrepreneuriale nous est personnelle. Mais qui plus est, vient mélanger aussi la terre dans laquelle tu as grandi, qui est le Maroc. Tu es né à Rabat, tu as fait tes études là-bas, avant justement de rejoindre une classe préparatoire en France, à Janson. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même idée, le même projet, si tu n'étais pas marocain et qu'on t'avait par exemple proposé justement d'investir, je ne sais pas, par exemple en Islande, sur des maisons type igloo? Est-ce que, avec la même rentabilité, est-ce que tu te dis à ce moment-là, j'y vais parce que c'est aussi mon pays et que je connais mon pays et donc du coup j'ai une aisance en termes de business là-bas, ou est-ce que tu y vas uniquement pour le projet? Alors la réponse facile, c'est un peu des deux, mais si tu devais vraiment choisir l'un des deux, qu'est-ce qui fait? Parce que ton associé vient te chercher parce que tu es marocain également, c'était une condition. Justement, une bonne partie de la réponse vient du fait que c'est mon associé qui vient me chercher, et mon associé, lui, n'est pas marocain. D'accord. Il est franco-algérien et il avait déjà en tête d'aller à Marrakech. Donc une partie de la réponse, c'est la rentabilité qui a fait que la solution aussi est intéressante, parce qu'en fait, on vient proposer une solution de diversification. Et très souvent, quand on propose des solutions de diversification, à moins d'atténuer beaucoup le risque, il faut proposer des solutions très rentables. Ensuite, la subtilité dans la réponse, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le projet marche aussi parce que on a une marocanité, parce que je maîtrise et on maîtrise ensemble des spécificités marocaines, la difficulté de manager, gérer des personnalités marocaines, les difficultés administratives sur place au Maroc. Il faut avoir les codes. C'est aussi un peu le principe du fractionné dans l'hôtellerie qu'on propose, c'est que aujourd'hui, investir dans un appartement à Paris, comme tu disais très bien, tout le monde ou presque peut le faire. Il suffit d'avoir un apport et d'essayer de se leverager auprès d'une banque. En revanche, aller chercher un riad, le gérer sur place, connaître les difficultés fiscales, administratives, comptables au Maroc, ça, c'est quelque chose, un aspect nouveau et une connaissance qu'on apporte à nos investisseurs qui ne peuvent pas avoir en personnel, à moins d'arrêter de travailler et d'aller le faire en personne. Donc, c'est vraiment là la valeur du projet. Ok, donc tu penses que finalement, ta marocanité, comme tu l'as évoqué, est une force et non pas un biais d'origine de te dire j'y vais parce que c'est mon pays plutôt que. Exactement. Alors, bien D'accord. sûr, après, moi, quand on est venu me chercher et que j'ai compris qu'une partie du métier serait aussi d'apporter ma connaissance au Maroc et pourquoi pas aussi d'y passer plus de temps, ça, forcément, à titre personnel, ça a été un élément déclencheur très rapide où je me suis dit c'est génial, c'est une solution qui peut marcher et qui, en plus, me permet moi aussi de revenir à mes origines. En revanche, nous, l'ambition de Riyad Invest, même si ça s'appelle Riyad Invest, c'est pas forcément de s'arrêter à Marrakech ni au Maroc. On va essayer de diversifier très rapidement à travers d'autres villes comme Essaouira, peut-être aussi Fès, et pourquoi pas plus tard trouver des partenariats pour proposer d'autres biens ailleurs, dans d'autres pays, même si, en tout cas, mon intuition, ça sera très compliqué de garder ce seuil de rentabilité. Alors, c'est très intéressant parce que tu devances ma question que j'allais te poser. Aujourd'hui, Riyad Invest, ça s'appelle Riyad Invest, donc c'est vraiment ancré, comme tu le disais, dans une culture, dans une architecture. Est-ce qu'aujourd'hui, Riyad Invest, on peut imaginer Riyad Invest aller dans d'autres pays? Alors, j'imagine que les pays entre guillemets, les plus naturels, on retrouve aussi des Riyad en Tunisie, on retrouve aussi des biens de ce type-là dans le Maghreb. Est-ce que tu penses que c'est possible pour vous de faire un 360 complet et d'aller, par exemple, et là encore, c'est justement la barrière à l'entrée, par exemple, d'aller dans des biens très, très typiques japonais, très typiques, enfin des maisons très typiques portugaises. Est-ce que Riyad Invest, l'essence, c'est de proposer ce genre d'investissement clé en main et donc d'en découler de la culture d'en faire qu'un, ou alors c'est vraiment, je dirais, spécialisé Maroc,
Maghreb, si je peux me permettre, pour l'étendue du projet. Où est-ce que vous vous positionnez? Nous, on se positionne sur l'hôtellerie typique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des biens particuliers, spécifiques à une culture, qui n'existent pas ailleurs. Pourquoi? Parce que je donne souvent l'exemple des riads à Marrakech qui sont essentiellement dans la Médina. Et donc, ça veut dire que ce sont des biens limités. Et c'est là où, en notre sens, il y a la valeur patrimoniale. Aujourd'hui, par exemple, autour de Marrakech, il y a des constructions interminables, infinies de villas. Nous, on ne conseille pas d'investir dans des villas. Alors bien sûr, si on a envie de passer du bon temps et qu'on veut joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Mais en revanche, c'est en notre sens quelque chose qui ne garantit pas la valeur patrimoniale parce que ce n'est pas forcément rare, parce qu'on peut s'étendre à l'infini. Les riads, c'est les médinas. C'est limité. Et donc, il y a une valeur patrimoniale. Et donc, nous, on va proposer, en tout cas au Maroc, que des riads dans un premier temps. Donc, l'hôtellerie, parce que c'est aussi notre force et ce qu'on vend, c'est-à-dire une rentabilité supérieure versus l'immobilier grâce à l'hôtellerie. Et ensuite, rien ne nous empêche, plus tard, de proposer d'autres biens qui peuvent être spécialisés, typiques d'un autre pays. En revanche, il faudra aller chercher, et on l'admet, la connaissance sur place. On sera obligé de faire un partenariat parce que moi, Samy Benjenous, je ne peux pas avoir autant de connaissances du marché japonais ou indien que j'ai de la connaissance dans le marché marocain. Et donc, si on veut s'étendre, et c'est notre objectif, il faudra trouver des partenariats sur place. Donc, avec les bons associés, on peut imaginer un Riyad Invest qui fait des Haveli en Inde ou un Ryokan au Japon. Exactement. Et c'est le principe, en notre sens, de l'immobilier fractionné, c'est qu'aujourd'hui, on peut investir partout dans le monde depuis son canapé, quoi. Merci Samy de nous avoir expliqué vraiment ton métier, l'univers des produits structurés de taux et également l'aventure entrepreneuriale pour laquelle tu as décidé de tout quitter. Je vais avoir une dernière question avant de finir cet épisode. Tu nous as expliqué qu'est-ce que c'était Riyad Invest. Pendant justement tout l'épisode, j'ai essayé d'aller chercher les plus mais aussi les inconvénients d'un tel investissement et on l'a bien compris. L'inconvénient principal, c'est que c'est vraiment très très localisé à Marrakech et donc on est soumis à un risque géographique énorme. Mais c'est aussi, tu me diras, l'un des avantages puisque c'est un outil de diversification finalement. Au-delà du pitch de Riyad Invest, si tu devais expliquer, par exemple, à ton futur enfant, je ne sais pas si tu as des enfants, mais si tu devais lui expliquer simplement pourquoi tu as tout quitté, tu as quitté une carrière, une future carrière au sein d'une banque d'investissement, tu as quitté un réseau, tu as quitté un statut, tu as quitté un confort. On dit souvent que la finance, c'est une prison dorée. Pourquoi tu as décidé de tout quitter pour Riyad Invest de manière vraiment très simple, sans pour autant nous parler des 15% de rendement, sans nous parler de l'outil de diversification monstrueux que ça peut être? Vraiment, voilà, très simplement, pourquoi tu as fait ce choix? Alors, j'ai une petite fille qui a 3 mois, mais je ne pense pas qu'elle va pouvoir comprendre déjà ce que je vais lui raconter. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est des choix de vie. En fait, Riyad Invest, je ne l'ai pas choisi, ça s'est imposé à moi. Parce qu'au début, je pensais que ça allait être quelque chose que je vais aller faire sur le côté. Et ensuite, en fait, quand on commence à faire avancer un projet qui nous appartient, ça devient presque imposant. On y pense matin, midi et soir. Et même si moi, j'aimais particulièrement la finance, la salle des marchés, c'est très, très passionnant comme univers. Rien ne peut remplacer la passion qu'on peut avoir quand on porte un projet qui nous appartient. Ensuite, bien sûr, naturellement, Riyad Invest m'ouvre la porte aussi de rentrer chez moi, de passer du temps à Paris et de passer du temps à Marrakech, à Rabat. Et ça, c'est aussi un argument qui est très fort et c'est pour ça que j'en reviens c'est un choix de vie. La finance, c'est une prison dorée, c'est ça que tu disais. Mais en effet, si on élimine le doré, il y a vraiment un énorme aspect prison aussi. On y est à partir de 8h jusqu'à 19h. J'ai une fille récemment et je sais que le temps qu'on peut passer avec ses enfants aussi, c'est quelque chose de très important. Et donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui font que même si c'est très difficile, même si... pour le coup, je n'ai pas suivi le conseil de ma personne qui était très chère de faire de l'entrepreneuriat très très vite. Je suis aujourd'hui très heureux d'avoir réussi et je pense que c'est plus difficile que de commencer par l'entrepreneuriat direct. Je suis très heureux d'avoir réussi à me détacher du confort
pour lancer quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui et qui, je l'espère, va continuer de satisfaire plusieurs clients. Alors, je t'ai menti, Samy, puisque j'ai une dernière question pour toi. Désolé. Une dernière question qui m'est venue, en fait, en t'écoutant parler. Tu mènes ce projet au Maroc. Tu l'as dit, c'est chez toi. Mais tu as aussi quand même fait une grande partie de ta vie en France, à partir de tes 18 ans. Donc, ma question, c'est est-ce que dans la volonté de ce projet, il y a aussi une partie de connexion, en fait, entre ces deux cultures dont tu fais partie? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? J'imagine que tes investisseurs aujourd'hui sont principalement français. Ou est-ce que tu as pour vocation vraiment de t'ouvrir à l'Europe? Ou est-ce que, dans un premier temps, c'est vraiment connecter, si tu veux, ces deux mondes qui sont déjà, rien que par la langue qui est parlée au Maroc, déjà très, très connectés, aller de l'avant? C'est exactement ça, parce qu'en fait, la structuration du projet fait que nos clients, vu que c'est un investissement en une obligation d'une société française en euros, sont français. Alors, il peut y avoir des clients d'autres pays en Europe, mais nous, on n'a pas le droit de les solliciter. On a le droit de solliciter que les clients français. Les autres peuvent venir à nous. Et en revanche, le business, le physique, lui, est au Maroc. Et donc, en fait, c'est une dualité. Enfin, en tout cas, moi, mon quotidien peut se passer entre Paris et Marrakech, et c'est quelque chose de presque inespéré, rêvé, de pouvoir toucher un peu à cette double culture, faire toucher aussi à cette double culture à ma fille et mes enfants, à ma famille. Et ça, c'est inespéré et c'est génial pour moi parce que oui, en effet, je me sens marocain, mais avec le temps, on parle français, on respire français, et on s'attache aussi à la France. Et donc, en fait, ce projet-là me permet de faire vibrer un peu mes deux cultures. Merci Samy, merci pour cet épisode. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, merci beaucoup pour ton invitation. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Solide.